Vous parlez alors de vengeance des imposteurs. Voilà. Alors, qui sont ces imposteurs et pourquoi se vengent-ils de vous? Par moment, nous avons l'impression que c'est toute une république qui est envolée à vous. Absolument. Qu'est-ce que vous-même vous avez fait pour mériter la colère de toute une république? Absolument. Vous savez, comme on le dit, au pays des compas et des équerres, il faut soi-même être un maestro. Moi, je n'ai pas su l'être. Mais j'ai pesé et sous-pesé mes mots. Quand je parle d'imposteur, je parle de mystificateur. Qui complote ne peut s'associer qu'avec des mécontents. Au cours de mes différentes fonctions, j'ai peut-être pu, volontairement ou involontairement, heurter la sensibilité ou contrarier certains subordonnés qui en ont pris sur le cœur et qui m'en voulaient. Je prends comme exemple, par exemple, d'abord celui qui est au centre même de la cabale, Boubéi, n'a pas apprécié le fait que je l'ai caricaturé devant le président. Ça, c'est son motif. Le chef d'état-major particulier du président qui m'a remplacé. J'avais proposé, même pas proposé, j'avais suggéré au commandant des opérations de l'envoyer sur le théâtre d'opération pour aller limer sa grande théorie sur la réalité du terrain. Il n'avait jamais commandé. Lui, il a pensé que s'il partait, il mourrait, quoi. Par finir, le chef d'état-major général est venu me voir, il dit, bon, je crois que je vais changer, parce qu'il devrait aller faire le commandant du théâtre. Parce que celui qui est à Gao, il est le commandant du théâtre. Le chef d'état-major général des armées, il est le commandant des opérations. C'est lui qui commande toutes les opérations. Il dit que moi, je pense que celui-là, il ne peut pas faire le travail. Parce que c'est un officier des transmissions, il n'a pas trop confiance en lui. Je vais le remplacer. Ok, je dis, mais c'est toi, c'est ta responsabilité. Tous les détails techniques relatifs aux opérations là, toutes les opérations là relèvent de la seule responsabilité du commandant des opérations. Moi, j'avais fait une simple suggestion. Maintenant, si celui-là ne peut pas, mais celui qui peut, il a remplacé. Par la suite, il a voulu commander qu'on l'envoie à l'école de maintien de la paix. J'ai dit, mais mon colonel, ça ne va pas sur vous. On va vous mettre, vous avez re-signé pour aller à Gao, on va vous mettre à l'école de maintien de la paix. Vous savez qui est là-bas? C'est le colonel, le général Mohamed Touré. C'est un officier valable. Hein. Il m'a rien fait, il n'a pas démérité. Pourquoi on va le pour te mettre là-bas? Tu n'iras pas là-bas. Tant que moi je serai ministre de la Défense, tu n'iras pas à l'école de maintien de la paix. Frustration pour lui. Il en a gardé aussi une haine rancunière. Il y a aussi le cas de... On va prendre les gens par leur nom. Hein. Le président de la transition. Lui aussi, il a mis la main dans le cambouis. Je suis désolé de le dire aujourd'hui. Il a mis la main dans le cambouis pour une toute autre raison. Et j'ai dit que moi, je suis un malinqué. Je suis direct. Il voulait garder la maison, le logement d'astreinte qui est occupé au niveau de la base 100. Il a voulu s'en approprier directement. C'est Mme Ndiaye Fatoumata, qui était secrétaire général du gouvernement, qui a suggéré, qui a dit que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode serait de faire l'extrait du titre foncier de l'armée, la base 100. De faire l'extrait du titre foncier, et après, on va lui attribuer. Il a procédé ainsi. C'était David Sagara, qui était chargé du domaine de l'État et des affaires foncières, qui défendait le dossier. On a distribué le dossier en tous les ministres là, et au conseil suivant, on a mis ça sur la table. On était 32 ministres. J'étais le seul à m'opposer. Mais qui d'autre l'aurait fait? Ça fait partie du patrimoine foncier de l'armée. Donc j'étais la personne la mieux indiquée pour défendre. J'ai dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, après de bons et loyaux services, vous avez droit à un logement sécurisé loin de la turpitude des camps. J'ai dit ça comme ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rester dans le camp. J'ai dit que ce n'est pas bon. J'ai dit que dans le camp, il y a trop de problèmes. Alors ça l'a vraiment heurté. Il était très mécontent.
D'accord. Donc là, c'est eux les imposteurs. Donc finalement, tous ces gens, je l'ai dit, qui complotent ne peut le faire qu'avec ceux qui sont mécontents. Il a réussi à fédérer tous ces éléments-là qui avaient une raison quelconque d'en avoir après le ministre de la Défense, et ils se sont fédérés pour monter ce coup. Et ce n'est pas tout. Le chef d'état-major de la garde à l'époque, enfin disons le directeur de la DGSU, Moussa Diawara, je crois que j'ai fait pour lui ce que j'ai pu. Quand il partait commandant de théâtre d'opération à Gao, je parle le chef d'état-major général à l'époque, il m'entend, le général Poudjougou. Il avait refusé. Il dit qu'il ne parle pas, lui il le connaît, pour avoir été chef d'état-major de la garde nationale, il ne peut pas faire. J'ai dit, mon général, laissez-moi gérer ça, on va l'entourer d'un état-major compétent pour l'accompagner dans son travail. C'est comme ça qu'il est parti. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il n'a pas eu là-bas. Je n'entrerai pas dans ce détail. Après ça, quand j'étais devenu ministre de la Défense, je l'ai mis chef d'état-major de la garde nationale après moi. Peut-être que ce n'était pas suffisant pour lui. Un jour, ils causaient entre eux. Quelqu'un lui a dit, attention, il était colonel-major, il dit, mais arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il semblerait que le président de la République a une grande confiance en son chef d'état-major particulier. Si vous continuez, vous allez faire capoter notre plan. Il dit, non, ne vous en faites pas, on va utiliser d'autres moyens pour lui couper les racines. J'ai dit que non, ça n'a pas été difficile, puisque je n'ai même pas eu le temps de poser les racines. On m'a enlevé. Voilà, tous ces formes de courtisans-là qui se sont fédérés pour m'amener en prison. Avant de passer la parole à Aïbé, mon général, il y a des internautes aussi qui nous demandent de vous poser la question si vous êtes aussi sûr en fait, de tout ce que vous êtes en train d'avancer. Pourquoi, à votre tour, vous ne portez pas plainte contre eux? Vous savez, si je portais plainte, ça va rimer à quoi? Moi, j'ai mieux à faire que de commencer à me battre contre des moulins avant. Et M. Tapo a qualifié Mohamed Batili d'un piètre avocat. Mais c'est Mohamed Batili qui a dit que le comportement d'un agent de l'État est considéré comme un fait de l'État, même s'il a outrepassé sa compétence. Ça va rimer à quoi? De porter plainte contre des éléments? Je vais me battre contre l'État? Je ne peux pas me battre contre l'appareil d'État. Je ne porterai pas plainte contre l'appareil d'État parce que ça ne rimera à rien. Ce qui est constant, parce que j'ai eu même au hasard de mes lectures, de lire que le comportement d'un agent de l'État est considéré comme un fait de l'État, même s'il a outrepassé ses compétences. Il n'y a rien à dire pour ça. Et ces silences-là, et ces silences assourdissants depuis la publication du livre, personne ne réagit. Mon général, est-ce que quelque part, ce n'est pas un message fort à votre endroit, comme quoi vous pourriez parler, dire tout ce que vous voulez? Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'on ne vous accorde pas trop de fois qu'on trouve que c'est comme un événement qui n'a pas eu lieu? Non, parce que vous savez... J'ai posé des accusations très graves. Justement. Et vérifiables. Et l'absence de réaction. Et vérifiable. L'absence de réaction fait que on est tenté de demander, de vous demander même quelle lecture vous-même faites de ce silence-là. Vous imaginez, à l'époque, quand Ibeka était au pouvoir, j'ai fait une lettre ouverte au président. Pensez-vous que je me serais permis d'adresser une lettre si je n'étais pas convaincu de mon bon droit? Il n'a pas réagi. Pourquoi il n'a pas réagi? Au cours d'un débat sur l'Afrique que j'ai suivi, il y a un certain camarade qui a traité Ibeka de démocrate. J'ai réagi le lendemain pour dire que Ibeka n'est pas un démocrate. On ne peut pas être démocrate et violer la constitution de son pays. Pourquoi il n'a pas réagi? Il avait tous les pouvoirs, il n'a pas réagi. Quand j'ai dit que les gens qui sont à Kati ont continué à prendre les droits des hommes et à mettre dans leurs grandes poches, les claquer et les fermer, pourquoi ils n'ont pas réagi? C'est très grave ça. Mais on ne peut pas nier l'évidence, c'est ça là. Et en cas de réaction, devrons-nous nous attendre à une autre part de vérité? Il n'y aura pas une autre part de vérité. On ne peut pas ajouter de la vérité à ce qui est vrai. D'accord. Ni en donner à ce qui est faux. C'est aussi simple que ça. D'accord.